Monsieur le ministre et négociateur pour l'Union européenne, monsieur le recteur, monsieur le président, chers collègues, mesdames et messieurs, quelle satisfaction que de vous retrouver pour le 6e cycle de cette chaire Grands enjeux stratégiques. Vous le savez, assez vite, cette chaire a pris sa place, a trouvé son public, mais l'affluence aujourd'hui, et je prie ceux qui ont dû rester à la porte pour des raisons de sécurité de nous excuser, l'affluence montre que c'est désormais un rendez-vous inscrit, attendu d'abord par nos étudiants. Les personnalités, les experts de haut niveau qui participent aux enseignements de la chaire sont d'écoles très différentes, viennent de nombreux horizons, de Chine, des États-Unis, de Russie, de Corée, du Japon, d'Inde. Vous fréquentez la chaire, donc vous êtes habitués à ce brassage. Leur intervention apporte à nos étudiants un large champ de vision sur les problèmes de notre monde contemporain. Leur grille de lecture différenciée, leur interprétation contrastée leur permettent aussi de forger un jugement critique sur les enjeux, les défis, les conflits internationaux. Pour les spécialistes, pour les chercheurs, nos conférences sont aussi des occasions de rencontre avec des collègues étrangers, une occasion de croiser les points de vue, une occasion d'affiner les analyses. Et pour les auditeurs libres, eh bien, c'est aussi un moment de trouver des réponses à un certain nombre de questionnements citoyens. Et je dois dire que depuis l'installation de cette chaire, je sens d'ailleurs de plus en plus palpable chez eux une forme d'inquiétude à mesure que, hélas, les nuages s'amoncellent sur l'Europe. Cette chaire a été créée en Sorbonne, à Paris 1, avec pour ambition d'inscrire les études stratégiques au cœur de l'université française et d'y développer un projet pluridisciplinaire. C'est un domaine qui, traditionnellement, est un parent pauvre de notre système universitaire qui est divisé, qui est figé dans des disciplines mères. Et d'une certaine manière, il a fallu surmonter ces divisions, mobiliser les diverses UFR qui font l'extrême richesse de Paris 1 en sciences humaines, l'histoire, la géographie, le droit, la science politique, la philosophie, pour parvenir à définir cette base de formation et de recherche pluridisciplinaire qui a d'ailleurs été couronnée de succès puisqu'elle a obtenu, vous le savez, cette année un label d'excellence dans le cadre du pacte enseignement supérieur. Il nous reste, monsieur le recteur, monsieur le président, à consolider l'effort et au plan national et au plan international. Alors chaque année, un peu comme un réflexe, ou dans un rite propitiatoire, je me retourne et j'évoque cette citation de Lucain qui figure au frontispice de notre amphithéâtre, « Pacem summa tenent ». Les grandes aspirations tiennent la paix. Et c'est sans doute d'ailleurs poussé ou inspiré par cette citation lui-même, en quête de sérénité, recherchant à situer intellectuellement les enjeux à bonne hauteur que le président de la République, vous l'avez accueilli ici à la Sorbonne, est venu le 26 septembre 2017 délivrer un grand discours sur l'Europe, fixant à la fois le cap des ambitions européennes de notre pays et exhortant ses partenaires à agir davantage collectivement comme un acteur stratégique à part entière, soucieux d'intérêts collectifs à défendre et d'une autonomie stratégique à conforter. Cette thématique de l'affirmation stratégique des Européens, qui est celle de l'année 2019, va nous occuper dans une année charnière, dans une année de tous les dangers pour l'Europe, dans une année qui est une passe politique encore très exiguë et inconnue, largement. Les mois à venir sont suspendus aux conditions de sortie du Brexit. Et il y avait cet après-midi même des débats sur ce sujet au Parlement britannique. Suspendus aux élections européennes, aux résultats de ces élections européennes sur la composition du Parlement et sur la formation de la future Commission européenne. Et dans ce contexte particulièrement flottant, les défis s'accumulent. L'Europe fait face à des menaces, elle doit relever le défi de risques nouveaux dans les dimensions cyber, dans les dimensions spatiales. Elle continue d'être minée par des divisions, des dissensions intestines, des querelles qui font qu'elle ne parvient toujours pas à surmonter les effets de crise à répétition, que ce soit dans le domaine migratoire ou dans le domaine financier. La conjoncture économique est maussade. Les Européens sont troublés, tétanisés, mais privés d'une réaction collective face
aux incartades et à l'imprévisibilité de l'administration américaine. Ils n'ont pas une ligne de conduite très assurée face à la Chine ou face à la Russie. Le climat politique dans la plupart des pays est dégradé. On avait, vous savez, l'habitude, en fonction des circonstances, de désigner tel ou tel pays comme étant, pour le moment, l'homme malade de l'Europe. On aurait aujourd'hui de la difficulté à trouver quelqu'un qui soit bien portant, tant l'instabilité a gagné la plupart des pays européens. Dans ce contexte, la relance de la politique de sécurité et de défense, qui a été initiée récemment, avec toute une série d'initiatives prises ou soutenues par la France, dont le Fonds européen de défense que Michel Barnier contribua à installer, qui est sans doute un des éléments pivots de cette relance. Cette relance va-t-elle perdurer, va-t-elle s'amplifier, ou au contraire, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, l'élan va-t-il retomber? Les dirigeants européens auront-ils la ténacité de continuer ce qu'un sursaut de lucidité les a amenés à entreprendre en 2016, en 2017, ou vont-ils déserter le chantier en faisant assaut de pusillanimité? Pour la France elle-même, l'heure des choix n'est pas évidente. La coopération européenne est difficile. Nous devons être attentifs à l'horizon d'attente des Européens, même si nous voulons le faire évoluer. Cet horizon d'attente n'est pas au niveau des ambitions françaises. Nous devons évidemment ménager des étapes dans ce projet. Mais en même temps, nous savons que nous ne devons pas nous retrouver dans une approche des petits pas qui confinent souvent au piétinement. Donc comment concilier cette ambition et des projets concrets? Le rapport que le président de la République m'a chargé de lui remettre à la fin du mois de février essaye justement de trouver les moyens de concilier à la fois ce niveau d'ambition qu'il a fixé et des propositions plus concrètes. C'est un grand honneur, c'est même un immense privilège que nous fait Michel Barnier, étant donné son agenda de négociateur en chef pour le Brexit, étant donné ses responsabilités d'avoir accepté d'ouvrir cette année notre cycle de conférences et d'emblée de nous faire profiter de la richesse de sa réflexion très complète, très étendue, à la fois comme homme politique, mais aussi comme auteur d'ouvrages. Plusieurs fois, il est revenu sur cette thématique de l'Europe, sortir l'Europe des idées reçues, l'Europe carte sur table, et encore plus récemment, le titre de son ouvrage, « Se reposer ou être libre », qui est aussi une forme d'exhortation des Européens à assumer davantage leur destin. Plusieurs fois ministre de l'Environnement, des Affaires européennes, des Affaires étrangères, de l'Agriculture, 2 fois commissaire européen en charge des politiques régionales puis du marché intérieur. Il s'est vu confier auprès de Jean-Claude Juncker d'abord la responsabilité d'assurer comme conseiller la mise en place de ces nouveaux éléments de politique de défense et de sécurité. Et puis on lui a confié cette responsabilité de la négociation du Brexit. Michel Barnier se montre par idéal et avec pragmatisme un Européen convaincu. Mais ce qui est plus rare, il est un responsable européen dont l'action inspire confiance dans les causes qu'il défend, dans les projets qu'il entreprend. Au fond, de l'organisation des Jeux Olympiques d'Albertville jusqu'au Brexit, c'est le même chemin, celui de la conviction, c'est la même méthode, celui des réalisations. Le cardinal de Richelieu, qui est ici chez lui, c'est son amphithéâtre, s'inspirerait sans doute de son propre testament politique et lui attribuerait volontiers cette maxime qu'il s'attribuait d'abord à lui-même. Chez lui, la politique consiste à rendre toujours possible ce qui est nécessaire, quand tant d'hommes politiques pratiquent plutôt la voie contraire, qui est nettement plus facile. Je vous remercie encore, Michel Barnier, d'avoir accepté d'inaugurer ce cycle, et je vous cède la parole.